clôture, une déclaration instaure le savoir comme élément complémentaire de la foi. Les conceptions du savant grec Aristote sont déclarées références scientifiques universelles et pour éviter toute déviance, l'Église est dépositaire de la vérité. Pour compléter ces nouvelles dispositions, le pape Paul III ranime deux systèmes répressifs, l'index pour interdire certains écrits, l'Inquisition pour juger les déviants au moyen du bûcher purificateur. Une des raisons pour lesquelles Giordano Bruno avait été jugé hérétique en 1600 par le cardinal Bellarmine. Le cardinal Bellarmine, à l'époque, est un homme brillant, un spécialiste redoutable de théologie polémique. C'est véritablement un des personnages les plus importants de l'Église catholique de son temps, on peut dire le bras droit du pape dans un certain nombre de domaines, et il est entre autres le gardien de l'orthodoxie, si l'on peut dire. Donc c'est à lui qu'il échoit, lorsque Bruno est transféré de Venise à Rome, sur la demande bien entendu du Saint-Siège, c'est à lui qu'il échoit de diriger, d'instruire le procès de Bruno. La mise à mort de Giordano Bruno est un événement retentissant au début du XVIIe siècle. La sévérité du jugement va faire du cardinal Bellarmine le personnage le plus redouté de toute la hiérarchie catholique. Galilée a entre les mains une invention qui lui vient de Hollande. Une lunette qui grossit 2 ou 3 fois les choses, avec toutefois l'inconvénient de les déformer. Galilée, qui a compris tout le bénéfice à tirer de cette lunette, va essayer d'en fabriquer une. Il espère tirer un bon bénéfice de cette invention. Si la lunette pouvait lui rapporter suffisamment et lui éviter les leçons particulières, il pourrait enfin se consacrer à l'écriture. Il se rend vite compte qu'il n'y a rien de bon à espérer d'une lunette faite avec des verres de Lorgnon. Venise est après tout la capitale européenne de la verrerie. Ces lentilles, Galilée va les faire fondre et les usiner dans son atelier. Doucement, tu le fais là, doucement, tu le polis, tu le frottes, Sa première lunette offre un grossissement de 6 sans déformation. À titre de comparaison, nos jumelles actuelles grossissent 7 fois. Début août 1609, il réalise une lunette qui grossit 9 fois. Le 21 août, il convie en haut du campanile de Venise les membres du gouvernement. Le jour dit, les vénérables sénateurs commencent l'ascension qui mène au sommet du campanile à près de 70 mètres de haut. La progression est rude, la grogne se fait entendre chez certains, mais une fois en haut, les sénateurs ne vont pas tarder à être récompensés de leurs efforts. Au début, Galilée prend un malin plaisir à retarder l'effet de surprise, les force à admirer le paysage, quel toupet. Leur dévoile un curieux instrument qu'il faut apprendre à domestiquer. Quand enfin la séance commence, la vision que procure l'invention de Galilée opère sur les sénateurs une véritable magie. L'île de Murano semble toute proche. Les clochers de Venise sont à portée de main. Les sénateurs ont l'impression d'être sur des bateaux amarrés dans le port. Jamais ils n'ont vu quelque chose de semblable. La démonstration est un immense succès. Galilée, en homme avisé, va offrir son instrument à la République de Venise. Impressionné par les applications militaires possibles, le Sénat va lui faire un triomphe, voter à l'unanimité la confirmation de son poste de professeur à vie et doubler son salaire. À l'automne 1609, Galilée a l'idée de regarder le ciel, c'est évident, mais d'abord il regarde l'objet le plus lumineux du ciel, c'est-à-dire la Lune. Une belle pleine Lune, c'est beau à voir, ou même des quartiers, c'est encore plus spectaculaire.
Là, il s'aperçoit qu'il y a des petits points blancs qui apparaissent dans les zones sombres. Donc il s'inquiète, il dit tiens, de quoi il peut s'agir. Et puis également, il voit des formes circulaires. Alors ça le met sur l'idée que ça peut être du relief. Mais ça ne va pas, parce que Aristote a dit que le monde céleste est un monde parfait, qui est lisse, c'est des sphères cristallines, et il n'est pas possible que la Lune puisse avoir du relief. Donc Galilée qui est en train d'observer pour la première fois, et ça il sent bien que c'est de l'observation réelle, ce n'est pas de la lubie, ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas des lectures, il s'aperçoit qu'il y a du relief. Et ça, pour lui, c'est un des points qui vont aller dans le même sens que sans doute, non pas Copernic a raison, mais sans doute Aristote a tort. Galilée l'écrira par la suite. Près de la limite entre l'ombre et la lumière, il y a des petites taches noires dans la lumière et des taches claires dans l'ombre. Au fur et à mesure que la limite se déplace, les taches noires diminuent et les taches lumineuses augmentent. C'est exactement comme sur la Terre quand le soleil monte dans le ciel. La partie éclairée des montagnes augmente tandis que les taches sombres des vallées diminuent. Cela veut bien dire qu'il y a des montagnes sur la Lune. À partir de la longueur des ombres, Galilée parvient à calculer l'altitude des montagnes. Il trouve pour certaines une hauteur de 7000 mètres, bien plus que nos montagnes terrestres connues à l'époque. La Lune offre un relief très accidenté. Montagnes, vallées, cratères, Galilée n'hésite pas à décrire la Lune avec des mots utilisés sur la Terre. Pour lui, la Terre et la Lune sont de même nature. Il se trouve qu'au début de janvier 1610, une date capitale pour l'histoire de la science, il y a la Lune et Jupiter qui sont très proches, mais ça se produit tous les mois, donc c'est normal qu'il l'observe. Donc il observait la Lune, il observait Jupiter. Et il a focalisé davantage son attention le soir du 7 janvier 1610, c'est lui qui nous donne la date, où il observait Jupiter sur le fond du ciel, avec, bizarrement, écrit-il, 3 petits points, 3 étoiles qui sont bizarrement alignés, qui forment une ligne qui passe par Jupiter. Des alignements comme ça de 3 étoiles, ce n'est pas très fréquent, il n'y en avait en tout cas pas encore observé avec ce lien. Donc il retient cette observation et le lendemain, d'ailleurs il le dit lui-même, par je ne sais quel hasard, je retourne à cette observation, qu'il avait déjà dessinée d'ailleurs, et il constate qu'il y a encore un alignement, mais qui n'est pas du tout celui qu'il attendait. Le jour suivant, Galilée s'aperçoit que les 3 étoiles ne se trouvent plus de part et d'autre de Jupiter, mais sont toutes situées à droite de la planète. Au grand désespoir de Galilée, la nuit suivante, le ciel est nuageux. Ainsi va-t-il continuer ses observations pendant plusieurs jours et noter à chaque fois les changements de position des petites étoiles. Le 10 janvier, il y en a 2 d'un côté, une de l'autre. Le 11, la même chose. Le 12 encore. Le 13, pour la première fois, il en voit même 4 qui sont autour. Donc petit à petit, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de tourner autour de Jupiter et non pas sur le fond du ciel. C'est une découverte capitale aussi dans l'histoire de la pensée parce que jusqu'à présent, le centre du monde était unique. C'était la Terre. La Terre était centrale. C'était le monde aristotélicien. C'était le monde tel que l'envisageait l'Église, puisque l'Église avait repris les dogmes d'Aristote au Concile de Trente. Alors Galilée lui est en train de découvrir que la Terre est déjà bien sûr un centre de rotation, mais il voit pour la première fois qu'il y a un deuxième centre de rotation, c'est Jupiter. Et s'il y a un deuxième centre de rotation dans l'espace, dans ce qu'on observe, c'est que tous les modèles qui affirmaient qu'il y avait qu'un centre unique qui était la Terre, ces modèles-là ne sont pas bons. Autrement dit, Galilée est en train de montrer, non pas encore une fois que Copernic a raison, mais surtout il est en train de montrer que Ptolémée a tort.
Le 12 mars 1610 paraît son premier livre, Sidereus Nuncius, Le Messager des étoiles. Le livre est un succès immédiat, les 500 exemplaires imprimés sont épuisés en quelques jours. L'Europe entière ne parle que de Galilée, des montagnes de la Lune et des 4 nouveaux satellites auxquels il vient de donner un nom, les astres médicéens, en hommage à la famille de Médicis. Galilée cherche à s'attirer la protection de cette puissante famille florentine en lui dédiant ses découvertes. En remerciement, le prince Côme II de Médicis, avec la bénédiction de la reine-mère Christine de Lorraine, lui offre un poste de mathématicien philosophe à la cour de Florence. Galilée n'y résiste pas, il décide sur le champ de quitter Padoue et la République de Venise, liquide son domaine, abandonne ses compagnons et va jusqu'à marier sa compagne à un vieil ami. Un poste prestigieux dans sa Toscane natale, auprès d'un grand prince, dans la capitale intellectuelle de l'Italie ne se refuse pas. Enfin un destin à la hauteur de ses ambitions. Or Florence, contrairement à Venise, est un repère de religieux. En 1610, la ville est la place forte des prêtres dominicains qui prêchent le combat contre toutes les hérésies, notamment celle de contredire les saintes écritures. Ce transfert du printemps 1610 va s'avérer avec le temps une énorme erreur. Au cours de l'été 1610, Galilée continue ses observations et il va s'attaquer, c'est le cas de le dire, au mouvement de Vénus. Il va faire des observations de Vénus. Or, le système ancien, le système ptoléméen, prévoyait que le mouvement de Vénus était tel que Vénus tournait autour d'un point qui restait en permanence entre la Terre et le Soleil. C'était comme ça que ça faisait la description. Autrement dit, Vénus n'allait jamais au-delà du Soleil, derrière le Soleil. Or, que fait Galilée quand il observe? Il observe que Vénus est effectivement de plus en plus petit, à un certain moment, mais c'est toujours visible, c'est toujours bien éclairé par le Soleil. C'est donc la preuve observationnelle que Vénus passe derrière le Soleil, derrière du point de vue de la Terre, du point de vue géocentrique. Et ça montre bien que Ptolémée, encore une fois, a tort. Autrement dit, c'est sans arrêt des coups de boutoir contre le modèle de Ptolémée. C'est pour ça qu'il devient vraiment copernicien convaincu, parce que le mouvement de Vénus s'explique très bien, de façon tout à fait simple et claire, avec le modèle de Copernic. Donc il devient de plus en plus copernicien ou de plus en plus anti-ptoléméen. Ça n'a pas posé trop de difficultés jusqu'au moment où l'Église a estimé que quelqu'un comme Galilée, par exemple, transformait ce qui était considéré comme des hypothèses coperniciennes en une espèce de certitude scientifique prétendument démontrée et qui, à ce moment-là, pour différentes raisons, entrait en conflit avec le texte de l'Écriture et avec un certain nombre de dogmes officiels. En 1611, sur invitation du Saint-Siège, Galilée se rend à Rome. Il va pouvoir présenter ses découvertes aux astronomes du Vatican et tenter de rallier l'Église aux thèses coperniciennes. Dans un premier temps, il s'agit de convaincre le chef des astronomes du pape, Christophe Clavius. En savant éclairé, Galilée a pris soin de lui faire parvenir une lunette astronomique. Il arrive dans une assemblée de jésuites qui sont eux-mêmes des scientifiques, selon les termes de l'époque bien entendu, comme Galilée lui-même, et qui sont en tant que jésuites à la pointe justement du projet catholique, du projet de l'Église, de reconquête et de progrès sous son contrôle de la culture scientifique ou humaniste européenne de l'époque. Donc il est en quelque sorte au milieu de gens qui lui ressemblent, qui, pour certains, d'autres ont refusé, ont jeté eux aussi un coup d'œil dans la lunette astronomique pour voir un peu ce qu'on y voyait. Donc il est plus qu'en terrain connu. Il est avec des gens qui sont bien disposés à son égard, qu'il considère comme un grand savant, et qui trouvent les observations et les conclusions de son ouvrage extrêmement intéressantes. Mais par contre, il n'y a pas que les jésuites, il y a en particulier les dominicains. Les dominicains qui, eux, sont beaucoup moins scientifiques et beaucoup moins préoccupés par ce projet culturel de la contre-réforme. Eux, ils sont théologiens, néo-thomistes, connus pour tel et fiers de l'être, et ils ne voient pas les choses d'une manière aussi avancée que les jésuites, avec lesquels ils sont bien entendu en rivalité. Et eux, par contre, ils trouvent un certain nombre de propos de Galilée formidablement malsonnants. Et bien entendu, ils s'en ouvrent à Bellarmine, et ça a fini par faire un tumulte que Bellarmine ne peut plus ignorer.
quand Galilée va à Rome, il y a vraiment un double jeu qui se fait. D'une part, il est reçu, on dirait avec des grandes fastes par le pape, mais en même temps, il y a le cardinal Bellarmine, entre autres, qui va faire un rapport secret à l'insu de Galilée, justement pour que Galilée n'aille pas trop loin. Il devient peut-être un personnage dangereux pour les dogmes de l'Église. L'Église commence à faire un rapport secret contre lui, donc le danger le menace. À Florence, le séjour au Vatican et l'entrevue papale ont ravivé la jalousie des adversaires de Galilée. L'affrontement devient inévitable, il va se produire non pas sur le terrain de l'astronomie, mais sur celui de la science. La scène se passe par une chaude journée de septembre 1611. Galilée dîne à la table du grand-duc Côme II avec plusieurs professeurs de l'université de Pise. Parmi eux, un certain Ludovico del Colombe, le plus farouche adversaire des idées de Galilée. Il y a également 2 cardinaux en visite, dont l'un, Maffeo Barberini, a assisté récemment aux démonstrations de la lunette astronomique à Rome. Peut-être à cause de la chaleur ou de Del Colombe, la conversation porte sur la glace et sa propriété de flotter sur l'eau. Âpre au début, la discussion dégénère très vite entre les 2 savants. Il en va de leur réputation de professeurs devant le grand-duc. Mais bien sûr, j'ai vu un bâton, vous n'avez pas la moindre idée. Messieurs, nous allons vous départager. Qu'on aille chercher la glace. Del Colombe, en défenseur des théories d'Aristote, prétend que si la glace flotte, c'est à cause de sa forme en plaque. Et il le prouve. Galilée, qui réfléchit au corps flottant depuis longtemps, connaît le sujet sur le bout des doigts. Il fait d'abord remarquer qu'une plaque de glace enfoncée au fond de l'eau remonte à la surface dès qu'on la lâche. Ce n'est donc pas une question de résistance ni de forme, une boule de glace flotte autant. Simplement, dit-il, la glace a la propriété d'être moins dense que l'eau, la raison pour laquelle elle flotte. Une fois de plus, Aristote avait tort. Le cardinal Barberini, séduit par cette habile démonstration, se range dans le camp de Galilée. Dès cet instant, une grande amitié va naître entre les 2 hommes. Le grand-duc, ravi de voir sa table servir de cadre à une révolution scientifique, demande à Galilée d'écrire un livre sur le sujet. Le livre paraîtra en 1612 sous l'intitulé « Discours sur les choses qui flottent sur l'eau ou qui s'y déplacent ». La bataille des corps flottants a plusieurs conséquences. D'abord, Florence ne parle plus que de ça. Les jeunes gens de bonne famille n'ont plus qu'une idée en tête, apprendre les mathématiques de Galilée. Surtout, le savant a montré à ses adversaires qu'ils n'ont aucune chance dans une controverse honnête. Galilée va avoir le talent de répondre non pas par des arguments de discours, de bon sens, il va répondre simplement avec une sorte d'expérimentation. Il va décrire par l'expérience des choses que n'importe qui pourrait faire, qui sont des évidences que l'argument qui va en sens contraire est faux. Et c'est ça, en ce sens-là, que Galilée devient vraiment quelqu'un de dangereux parce qu'il va à l'encontre des idées anciennes.